Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 29 août, vendredi, bonjour. Le 28 août 2025, l'Union européenne a officiellement convoqué l'envoyé de la Russie auprès de l'UE en réponse à une frappe dévastatrice menée pendant la nuit qui a gravement endommagé le bâtiment de la délégation de l'Union à Kiev. La haute représentante Kaja Kallas a condamné l'attaque, déclarant « Aucune mission diplomatique ne devrait jamais être une cible ». La rencontre avec la chargée d'affaires russe, Karen Malayan, était prévue le même jour à Bruxelles. Lors d'une attaque aérienne coordonnée impliquant 629 missiles et drones, 2 projectiles ont frappé à moins de 50 mètres des bureaux de l'UE à Kiev en seulement 20 secondes, causant d'importants dégâts structurels. Néanmoins, des responsables ont confirmé que la délégation restait pleinement opérationnelle et ouverte, et qu'aucun membre du personnel n'avait été blessé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son indignation face à cette frappe, la qualifiant de nouveau rappel brutal des enjeux et soulignant que les actions du Kremlin visent à terroriser les civils tout en ciblant l'UE elle-même. Elle a réaffirmé la détermination de l'Union à sanctionner davantage la Russie avec un 19e train de sanctions, ainsi que son intention de mobiliser les bénéfices des avoirs russes gelés, estimés à environ 210 milliards d'euros, pour la défense et la reconstruction de l'Ukraine. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a également condamné l'attaque, la qualifiant d'horrible et déclaré « L'UE ne se laissera pas intimider », assurant que l'agression russe ne fait que renforcer l'unité et le soutien de l'Union à l'Ukraine. D'autres dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et Pedro Sánchez, ont également exprimé leur protestation. Suzanne Monarez, confirmée à la tête des CDC fin juillet 2025 après un vote serré du Sénat, a été brusquement démise de ses fonctions fin août, moins d'un mois après son entrée en fonction. La Maison-Blanche et le secrétaire à la Santé et à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., ont présenté son licenciement comme une conséquence de son désaccord avec le programme Make America Healthy Again de l'administration, citant notamment son refus d'approuver les changements apportés à la politique de vaccination contre la Covid-19 et de licencier les hauts dirigeants des CDC. Les avocats de Monarez ont immédiatement contesté la légalité de son licenciement, arguant qu'en tant que personne nommée par le Sénat, elle ne pouvait être légalement révoquée que directement par le président, ce qui n'avait pas été le cas. Elle a également refusé de démissionner. Les conséquences ont été rapides et importantes. 4 hauts responsables des CDC, dont le médecin-chef et les principaux responsables de la vaccination, ont démissionné en signe de protestation, invoquant des inquiétudes quant à une ingérence politique dans l'intégrité scientifique et la santé publique. The Washington Post. Jim O'Neill, secrétaire adjoint du HHS et proche allié de Kennedy, a été nommé directeur par intérim des CDC. Cet épisode met en lumière un fossé grandissant entre le leadership politique du ministère de la Santé et des Services sociaux et la mission scientifique des CDC, ce qui met en doute l'indépendance et l'intégrité future des politiques de santé publique dans le contexte politique tendu de 2025. Aujourd'hui, lors du sommet H2GEN, Bernard Balouet, président actuel de la conférence sénatoriale H2GEN, Denise Garnier et son ami Jérôme Laurent ont prononcé un discours sur le thème « Le Parlement européen et l'absence d'adresse de Trump face au communisme russe par l'intermédiaire de son envoyé spécial le mois prochain ». Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Au cœur du sommet H2GEN à Paris aujourd'hui, un moment de gravité politique a rompu avec l'attention par ailleurs technique portée à l'hydrogène vert et à l'innovation. Sur scène, Bernard Balouet, président actuel du sommet nommé par le Sénat, a ouvert le débat avec une cérémonie diplomatique, mais c'est Denise Garnier, accompagnée de son collègue de longue date Jérôme Laurent, qui a prononcé l'intervention la plus marquante de la séance. Son discours, ferme mais mesuré, a mis l'accent sur la réponse unifiée du Parlement européen à l'attaque russe contre la délégation de l'UE à Kiev et a vivement critiqué le silence de l'administration américaine, notamment celui du président Trump. Présenté comme un tournant historique, Garnier a déclaré que l'Europe est aujourd'hui confrontée à, non seulement une agression, mais au réveil d'un communisme russe coercitif, suscitant des murmures audibles de la part de la presse et des délégués. Garnier, entouré en coulisses d'un ami proche dont l'identité n'a pas été révélée, a fait preuve d'un mélange inhabituel de sang-froid diplomatique et d'une urgence passionnée. Jérôme Laurent a ensuite prononcé des remarques brèves mais percutantes, renforçant le poids politique du moment et appelant à un alignement transatlantique face à la montée de l'autoritarisme. Chers collègues, délégués honorés, mesdames et messieurs, c'est avec détermination et gravité que je prends la parole aujourd'hui, au cœur de Paris, alors que notre attachement aux valeurs partagées et à la sécurité transnationale est une fois de plus mis à l'épreuve.
La récente frappe contre la mission diplomatique de l'Union européenne à Kiev n'est pas simplement un acte de destruction, c'est une attaque contre les principes que nous défendons depuis la fin de la guerre froide. Le Parlement européen est uni. Les dégâts infligés à notre délégation ne sont pas seulement matériels, ils sont symboliques. Ils remettent en cause la souveraineté de la diplomatie et la sacralité du dialogue. C'est pourquoi l'envoyé russe a été convoqué, et pourquoi d'autres mesures, diplomatiques et économiques, seront prises dans le mois à venir. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous ne tolérerons pas l'impunité. Cependant, le silence venant d'outre-Atlantique est frappant. Au moment où la clarté est cruciale, l'absence de toute déclaration de l'administration du président Trump interroge profondément sur le leadership et l'engagement envers la défense collective des institutions démocratiques. Nous ne pouvons pas permettre l'ambiguïté. Le langage de l'agression doit rencontrer la fermeté de l'unité. Ce que nous voyons n'est pas simplement la guerre, c'est la réapparition d'un système qu'on croyait révolu, un communisme russe coercitif, ressuscité par l'ambition impériale. Ce n'est pas une simple idéologie, mais une méthode gouvernée par la force, imposée par la peur. Alors que nous nous réunissons ici pour discuter de l'avenir de l'hydrogène et de la coopération mondiale, n'ignorons pas la tempête au-delà de la technique. L'indépendance énergétique, la sécurité, la résilience, ces objectifs sont aujourd'hui notre bouclier. L'Europe répondra avec détermination, avec stratégie, et avec la conviction que la diplomatie, et non la domination, doit définir le XXIe siècle. Ce discours, désormais largement diffusé sur les réseaux sociaux, devrait figurer en bonne place dans le reportage vidéo de ce soir. Les équipes de tournage ont filmé chaque mot, notamment le silence qui régnait dans la salle lors de la référence brutale de Garnier à « une tempête qui se prépare au-delà du technique », une métaphore claire de la rupture géopolitique qui menace le programme des énergies propres. À mesure que le sommet progresse, les discussions sur la politique de l'hydrogène risquent d'être éclipsées, au moins temporairement, par la position affirmée de l'Europe et l'absence flagrante de déclarations américaines, un silence que le discours de Garnier a refusé d'ignorer. Le reportage promet un regard sans faille sur ce moment de fusion entre diplomatie énergétique et sécurité mondiale. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Au siège de l'Assemblée générale des Nations unies, briefing de Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF, sur la question concernant Haïti. Doy ahora la palabra a la señora Catherine Russell. Bonjour, merci, ambassadeur Alaro du Panama et ambassadeur Chii des États-Unis, d'avoir co-organisé cette réunion d'information et de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à ce Conseil aujourd'hui au sujet de la grave crise à laquelle sont confrontés les enfants en Haïti. Un grand merci au secrétaire général pour son engagement profond et constant en faveur de la protection des enfants touchés par le conflit armé, et un grand merci à l'ambassadeur national de l'UNICEF, Jean Roosevelt, pour sa passion, son art et son dévouement en faveur de la protection des enfants contre la violence. Excellence, depuis mon dernier exposé sur la situation en Haïti il y a près d'un an, la crise humanitaire n'a fait que s'aggraver, s'étendant au-delà de la capitale, Port-au-Prince, à d'autres régions du pays. Les enfants haïtiens continuent d'endurer des souffrances inimaginables au cœur de cette violence armée brutale. En effet, l'une des caractéristiques marquantes de cette crise est la violation généralisée des droits des enfants. Comme l'a déclaré le secrétaire général, en 2024, Haïti figurait parmi les 5 pays figurant dans le programme de lutte contre les enfants dans les conflits armés, où le nombre de violations graves contre les enfants, vérifiées, était le plus élevé au monde. L'année dernière, l'ONU en Haïti a vérifié plus de 2000 violations graves contre les enfants, soit une augmentation de près de 500% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation du taux de violation s'est poursuivie en 2025. Au premier trimestre de cette année, on a constaté une augmentation de 25% par rapport au premier trimestre de 2024. Le plus alarmant est l'augmentation de près de 700% des cas de recrutement d'enfants, ainsi que de 54% des meurtres et mutilations. Il convient de noter qu'il ne s'agit là que des cas que nous avons pu vérifier. Nous pensons que les chiffres réels sont probablement bien plus élevés. Des enfants sont tués et mutilés lors de violences entre acteurs armés, en particulier dans les zones densément peuplées de Port-au-Prince.
Nous avons également constaté des cas d'exécution sommaire d'enfants. L'arrivée de nouveaux acteurs armés et de technologies plus sophistiquées, notamment des armes explosives, dans les combats, met encore plus en danger la sécurité des enfants. Le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés sont monnaie courante. Nous estimons que les enfants représentent actuellement 50% des membres actifs des groupes armés. Des enfants sont contraints de participer à des combats et participent directement aux affrontements armés. D'autres sont utilisés comme coursiers, guetteurs, porteurs d'armes ou exploités pour le travail domestique. Des règles qui les exposent à des préjudices physiques et psychologiques graves et durables. Comme je l'ai constaté lors de ma visite en Haïti, les enfants sont victimes de violences sexuelles effroyables qui ont atteint des niveaux sans précédent. En 2024, le nombre de cas signalés de violences sexuelles contre des enfants a augmenté de 1000% par rapport à l'année précédente. Comme vous l'aurez constaté dans le rapport annuel du secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés, l'ONU a constaté qu'un quart des cas de violences sexuelles avérées étaient des viols collectifs. Il s'agit d'une vaste campagne visant à terroriser les communautés et à infliger des traumatismes physiques et psychologiques durables aux enfants, en particulier aux filles, qui constituent la plupart des victimes et des survivantes. Excellences, face à cette situation dévastatrice pour les enfants, l'UNICEF et ses partenaires se voient refuser l'accès à l'aide humanitaire dont ils ont tant besoin, ce qui, je l'ajoute, constitue également une grave violation des droits de l'enfant. En 2023, l'ONU a constaté 5 cas de refus d'accès humanitaire, tandis que l'année dernière, ce nombre a grimpé à 728. En refusant l'accès, les groupes armés compromettent la capacité des acteurs humanitaires à atteindre 1,6 million d'enfants et de femmes dans les zones sous leur contrôle. Cela entrave également nos efforts de surveillance et de signalement des graves violations commises. Le mois dernier, 6 membres du personnel de l'UNICEF ont été pris en otage par un groupe armé alors qu'ils effectuaient une mission humanitaire vitale. Heureusement, ils ont depuis été libérés, mais cet incident révèle les dangers auxquels sont confrontés les collègues humanitaires sur le terrain. Les travailleurs humanitaires ne sont pas et ne doivent jamais être des cibles. Malgré ces défis et l'insécurité, l'UNICEF et ses partenaires restent sur le terrain pour apporter une aide vitale aux personnes dans le besoin. Avec nos partenaires, nous avons, depuis le début de l'année, soigné 21 000 enfants souffrant d'émaciation sévère, fourni des soins de santé à 117 000 personnes et fourni de l'eau potable à 140 000 personnes. Nous poursuivons nos efforts pour dialoguer et négocier avec les acteurs armés afin de prévenir et de mettre fin aux violations graves des droits des enfants. Nous aidons également les autorités à mettre en place un système adapté aux enfants afin de réagir lorsque des violations sont signalées. Depuis 2024, le gouvernement haïtien et l'UNICEF ont démobilisé et réintégré plus de 140 enfants dans le cadre du protocole de remise des enfants associés aux groupes armés. Le mois dernier, le gouvernement haïtien, en partenariat avec l'UNICEF, a officiellement lancé le programme de prévention et de réadaptation contre les enfants. Recrutement des jeunes. Ce programme triennal vise à protéger les enfants du recrutement, de l'exploitation et de la violence, tout en leur offrant des solutions de réinsertion et un soutien. Mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger les enfants adeptes du fléau de la violence qui s'est emparé de leur communauté. Aujourd'hui, je demande aux membres de ce conseil d'utiliser tous les moyens de pression disponibles pour protéger les enfants et de soutenir des actions concrètes visant à prévenir de nouvelles violations. Je vous demande d'exiger que tous les groupes armés cessent leurs attaques contre les écoles et les hôpitaux, libèrent immédiatement les enfants de leur rang et permettent aux travailleurs humanitaires d'accéder en toute sécurité et sans entrave aux communautés dans le besoin. Je vous demande d'appeler les forces de sécurité sur le terrain à accorder la priorité à la sécurité et à la protection de tous les enfants et à veiller à ce qu'ils soient traités comme des enfants avant tout, en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter de tuer et de blesser des enfants, y compris ceux qui ont été recrutés. Je vous demande de soutenir le gouvernement haïtien et ses partenaires afin qu'ils accordent la priorité aux droits de l'enfant dans leur politique publique et investissent dans les services sociaux. Cela comprend l'éducation, les soins de santé, la justice et la protection sociale des enfants. Cela inclut également la réinsertion des enfants actuellement ou anciennement associés à des groupes armés et des enfants victimes de violences sexuelles et d'autres violations graves. Enfin, nous appelons les donateurs à faire preuve de solidarité avec le peuple haïtien et à contribuer aux appels de fonds. Le plan d'intervention humanitaire destiné à répondre aux besoins de près de 4 millions de personnes en Haïti n'est financé qu'à 10%. Sans le soutien immédiat des donateurs,
Nos services d'assistance et de protection vitaux pour les personnes les plus démunies sont gravement menacés. Excellences, les graves violations des droits des enfants en Haïti ou partout dans le monde ne peuvent être tolérées. Chaque enfant mérite d'avoir la chance d'être en sécurité, en bonne santé et de vivre en paix. Mais la paix ne peut être forgée et maintenue que si les enfants sont prioritaires et protégés. L'UNICEF est prêt à collaborer avec ce conseil, les enfants et les communautés haïtiennes, ainsi qu'avec tous les partenaires engagés dans cette cause. Nous devons réagir de toute urgence par un engagement commun pour enfin tenir la promesse d'une société pacifique et prospère pour tous les enfants d'Adès. Merci beaucoup. L'Espagne traverse actuellement sa saison des incendies de forêt la plus intense depuis 30 ans, avec plus de 150 000 hectares dévastés dans des régions comme la Galice et la Castille-et-Léon, ravagées par une intense vague de chaleur estivale. Face à ces incendies catastrophiques, une vague de désinformation sur les réseaux sociaux a propagé la théorie selon laquelle les incendies auraient été délibérément allumés pour libérer des terres en vue de projets de construction. Cependant, cette affirmation est infondée au regard du droit espagnol. La loi de Montt, renforcée en 2006, interdit explicitement le reclassement des terres forestières pendant 30 ans après un incendie, sauf dans les cas où les modifications d'affectation des terres ont déjà été approuvées avant l'incendie ou déclarées d'intérêt public majeur par les voies législatives appropriées en 2015. Ces dispositions font de l'incendie criminel un moyen inefficace et illégal pour les promoteurs de réaffecter des terres brûlées à la construction. Des allégations virales, allant de projets d'aménagement à Tarifa, en Andalousie, à un projet touristique de luxe à El Lentiscal, en passant par un parc solaire près de Tres Cantos à Madrid, ont toutes été démenties. À Tarifa, les parcelles concernées étaient déjà classées comme terrains urbains et sont restées intactes. Le projet d'aménagement d'El Lentiscal se situe dans un parc naturel protégé et aucune demande n'a été déposée. Parallèlement, le projet de parc solaire voisin avait obtenu toutes les autorisations environnementales nécessaires dès mai 2023 et les permis de construire dès novembre 2024, bien avant les incendies, et n'était pas du tout prévu à Tres Cantos. Les autorités locales confirment qu'aucun permis en attente n'est susceptible d'être affecté par les incendies. Ces réalités juridiques et factuelles démentent clairement la rumeur selon laquelle les incendies auraient été intentionnellement allumés pour faciliter le développement, soulignant ainsi la prolifération de la désinformation en temps de crise. Aujourd'hui, à l'occasion de ce qui aurait dû être le 67e anniversaire de Michael Jackson, les fans du monde entier se souviennent de l'héritage durable du « roi de la pop ». Né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, Jackson a transformé le paysage mondial de la musique, de la danse et du divertissement au cours d'une carrière qui s'est étendue sur plus de 4 décennies. De ses débuts avec les Jackson 5 à ses albums solo révolutionnaires comme Thriller, Bad et Dangerous, Jackson a redéfini ce que signifiait être une icône pop mondiale. Sa musique a brisé les barrières raciales et culturelles, ses clips ont révolutionné MTV et ses chorégraphies, dont le légendaire Moonwalk, sont devenus des références culturelles. Thriller, toujours l'album le plus vendu de tous les temps, témoigne de sa créativité inégalée et de son attrait universel. Aujourd'hui, les hommages affluent de la part des fans, des artistes et des institutions culturelles. Les réseaux sociaux regorgent de messages célébrant son talent artistique, ses actions humanitaires et son impact sur des générations d'artistes. Dans des villes comme Los Angeles, Tokyo et Londres, des veillées aux chandelles et des flash mobs dansants ont été organisés en son honneur, témoignant de l'ampleur mondiale de son influence. Malgré les controverses qui ont obscurci une partie de sa vie, le génie artistique de Jackson continue de susciter débats, admiration et réflexion. Musées, critiques et fans continuent de revisiter son œuvre, musicalement et visuellement, comme une pierre angulaire de la culture pop du XXe siècle. Son héritage ne se limite pas aux ventes de disques ou aux récompenses, mais à la manière dont il a révolutionné le monde du divertissement. Michael Jackson n'était pas seulement une star, c'était un phénomène dont la musique et le message, ancrés dans l'unité, l'amour et l'innovation artistique, résonnent encore dans le monde entier. En ce jour, les fans choisissent de se souvenir de l'éclat, de la complexité et de l'impact d'une figure singulière de l'histoire de la musique. La lumière de Michael Jackson, pour beaucoup, continue de briller. Et maintenant les nouvelles sportives. La victoire de Taylor Townsend au deuxième tour de l'US Open 2025 face à Jelena Ostapenko, une victoire éclatante, 7-5, 6-1, a été éclipsée par un échange tendu au filet après le match. Lors de la poignée de main, Ostapenko a vertement accusé Townsend de « manque d'éducation » et de « manque de classe », des remarques qui ont eu des répercussions bien au-delà de l'étiquette du tennis. Townsend a gardé son sang-froid, précisant que, si elle ne percevait pas ces commentaires comme ouvertement racistes, elle était consciente du stéréotype néfaste que de tels propos pouvaient renforcer. Les réactions du monde du tennis ont été vives et critiques.
Naomi Osaka a dénoncé les propos d'Ostapenko, les qualifiant de « l'une des pires choses qu'on puisse dire à un joueur de tennis noir dans un sport à majorité blanche », soulignant que Townsend était tout sauf un culte. Coco Gauff a fait écho à ses sentiments, exhortant le public à dépasser ce moment et à reconnaître la personne entière, mère, amie et athlète, que Townsend est. La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a offert un point de vue plus nuancé, reconnaissant les difficultés personnelles d'Ostapenko et l'appelant à aborder ces moments avec plus de maturité. Ostapenko s'est ensuite défendu sur les réseaux sociaux, affirmant que sa frustration provenait de violations perçues de la tradition tennistique, notamment le fait de ne pas s'être excusé pour un point favorable au filet ou de ne pas avoir respecté les règles d'échauffement habituelles, et niant toute intention raciste. En revanche, le comportement gracieux de Townsend, notamment le fait d'avoir joué son prochain match de double sur un terrain plus grand pour attirer l'attention des fans, n'a fait qu'accroître l'admiration pour son sang-froid au milieu de la controverse. Manchester United a subi une nouvelle humiliation cuisante face à Grimsby Town, club de 4e division de Ligue 2, qui a créé la surprise en Carabao Cup. Lors d'un match palpitant au modeste Blundell Park de Grimsby, l'équipe locale a pris l'avantage 2-0 à la mi-temps grâce à des buts de Charles Vernam et Tyrell Warren. L'ambiance, renforcée par un orage inattendu, a semblé enhardir Grimsby et freiner la progression du United. Malgré le ciel qui s'éclaircissait, United semblait encore désorganisé et manquait d'énergie jusqu'au dernier quart-temps. Une remontée déterminée a permis à Brian Mbeumo de réduire le score à la 75e minute, puis à Harry Maguire d'une tête spectaculaire à la 89e. Mais cette remontée tardive n'a pas suffi. Une séance de tir au but marathon s'est déroulée, se concluant par une victoire éclatante de Grimsby, 12-11, après que le deuxième pénalty de Mbeumo ait heurté la barre transversale. Visiblement abattu, Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United, a admis que son équipe était « complètement perdue » et a présenté ses excuses aux supporters, reconnaissant le chaos évident sur le terrain et au sein du club. Il a concédé « il faut que quelque chose change », tout en peinant à expliquer la performance. Dan Church de CNN a décrit ce match comme une soirée mémorable, notamment pour la façon dont il a mis en lumière la fragilité de Manchester United sous la pression et l'incertitude managériale. Chris Froome, quadruple champion du Tour de France, a été héliporté vers un hôpital de Toulon suite à un grave accident survenu à l'entraînement en solitaire près de Saint-Raphaël. Le cycliste de 40 ans a subi un pneumothorax, 5 côtes fracturées et une vertèbre lombaire cassée. Heureusement, il n'a subi aucun traumatisme crânien et son état est stable. Les scanners ont confirmé ses blessures et il devrait être opéré du dos plus tard jeudi. Aucun autre cycliste ni véhicule n'a été impliqué dans l'accident. L'accident survient alors que Froome en est probablement à sa dernière saison professionnelle. Son contrat avec Israel Premier Tech expire fin 2025, et il avait déjà laissé entendre que cette année pourrait marquer la fin de sa carrière. La gravité de ses blessures met toutefois sérieusement en doute son avenir sportif. Les équipes et les médias soulignent que Froome reste alerte et conscient à son arrivée à l'hôpital, capable d'interagir avec le personnel médical. Bien qu'une intervention chirurgicale soit prévue pour traiter la fracture vertébrale, aucune information complémentaire sur son pronostic vital n'a encore été fournie. Cette blessure rappelle une série de chutes graves qui ont marqué la fin de la carrière de Froome, notamment une chute dévastatrice à l'entraînement en 2019 et une fracture de la clavicule plus tôt cette année. L'impact cumulé de ces blessures menace désormais de clore le chapitre de l'une des carrières les plus prestigieuses du cyclisme. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles quotidiennes aujourd'hui. Ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure que moi lundi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.